Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter la différence du comportement neutronique de l'hydrogène versus le comportement neutronique du deutérium. Alors cette différence assez fondamentale a donné lieu durant la Seconde Guerre mondiale à ce qu'on a appelé la bataille de l'eau lourde, qui se situe dans le contexte plus général de la course à l'arme nucléaire. Voilà. Donc je vais vous montrer cela avec Dosimex N. Voilà, donc on va commencer par générer des neutrons de 5 MeV au centre d'une sphère en eau légère de 30 cm de rayon. Voilà. Donc on va lancer le calcul. Donc voilà le résultat. Alors on obtient un débit d'équivalent de dose neutrons de 860 microsieverts par heure, mais ce n'est pas l'objectif. Ce qui est important pour nous, c'est de voir que l'on a une transmission en dose neutrons de l'ordre de 7%, pour une transmission en fluence de l'ordre de 11%. Et on constate sur le spectre des neutrons émergents une assez bonne majorité de neutrons rapides, et puis des neutrons thermiques et épithermiques de l'ordre de 26%. Voilà. Maintenant, si on remplace donc l'hydrogène 1 par de l'hydrogène 2, donc du deutérium, c'est-à-dire si on prend ici de l'eau lourde, des deux eaux, hein, donc vous allez voir la différence fondamentale, notamment au niveau du spectre. Hein, regardez bien l'évolution du spectre. Hein, je vais lancer le calcul et faire pause. Donc voilà le résultat que l'on obtient. Et la différence fondamentale se trouve ici donc au niveau du spectre des neutrons émergents. On constate que l'on a une grande majorité, enfin une assez bonne majorité de neutrons thermiques, 57%, et il nous reste plus guère que 12% de neutrons rapides. Pour autant, la dose de neutrons est plus élevée, hein, de l'ordre de 2 millisieverts. Et ce qu'il est notable ce que l'on peut constater, c'est que on a ici une transmission en dose de neutrons qui est un petit peu plus élevée, hein, de 19%. Et par contre, ce qui est très surprenant, c'est que la transmission en fluence, là, ici, on a eu tous les neutrons sont sortis. Tous les neutrons sont sortis, donc il n'y a pas eu de capture, dans la protection biologique, et au demeurant, la dose des gamma de capture est nulle. Alors d'où vient cette différence? On peut le constater déjà de façon empirique en utilisant ce tracking Monte Carlo. Donc on va générer à l'unité des neutrons à partir du centre de la sphère, toujours une sphère en eau de 30 cm de rayon pour l'instant, des neutrons de 5 MeV. Donc voilà ce que l'on peut obtenir. Donc une première trajectoire ici. Okay, voilà. Donc on voit un neutron thermalisé. Alors ici il est sorti, hein, on va le voir, c'est pas le cas le plus voilà. Le neutron est sorti à l'état thermique, hein, donc il a participé à la construction de la dose, mais avec un très faible poids. Mais ça, ce n'est pas l'événement le plus fréquent. Si maintenant je renvoie un autre neutron, avec un peu de chance, les probabilités sont pour moi, eh bien, on va avoir, là encore, le neutron qui est thermalisé et qui va être capturé. Voilà. Encore un neutron. Donc, on voit là encore qu'il a été thermalisé rapidement, au bout de 20 chocs à peu près, et qu'il a été capturé. Donc, c'est un petit peu le comportement le plus probable, c'est une thermalisation dans l'eau assez rapide, qui se termine par une capture. D'accord? Voilà. Avec, vous voyez, des parcours libres qui sont très faibles, hein, notamment à l'état thermique. Hein, on a des parcours libres qui sont de l'ordre parfois du centimètre, mais submillimétrique, millimétrique, etc. Hein, donc des parcours libres qui sont relativement faibles. Maintenant, si je remplace l'eau légère par de l'eau lourde, donc je vais prendre ici, je supprime l'hydrogène, je mets 2 deutérium, donc j'ai
j'ai de l'eau lourde, D2O. Si je renvoie un neutron maintenant, dans ces conditions-là, alors vous voyez la différence, elle est évidente dès la première trajectoire. On a des parcours libres beaucoup plus élevés et un neutron qui est sorti bon, avec 300 électronvolts, hein, il a été thermalisé, mais voilà, un second, voilà. Là encore il est sorti avec une énergie de 4 MeV. Hein, donc on a des trajectoires qui sont, je dirais, beaucoup plus longues dans la mesure où les parcours libres, les distances entre deux collisions sont plus élevées. Le neutron est thermalisé assez rapidement, il faut quelques chocs supplémentaires, un petit peu plus de 20 chocs et le neutron est thermalisé. Mais ce que l'on constate, c'est que ces neutrons-là, même thermalisés, sont très difficilement capturés. Voilà, donc là on a un neutron qui est sorti à l'état thermique. Alors ça dessine de belles trajectoires, hein, mais on a un milieu qui ne capture quasiment pas les neutrons, mais qui les thermalise malgré tout. Alors ça on le comprend lorsqu'on regarde les sections efficaces. Hein. Si on prend l'hydrogène 1, le proton, eh bien, vous avez ici en bleu la section efficace de diffusion élastique qui, pour l'essentiel, ici, est de l'ordre de 20 barnes. Et une section efficace de capture radiative qui se situe ici, qui est de l'ordre de 0,3 barnes pour les neutrons thermiques. Alors, là, on comprend aussi qu'en général, les neutrons sont capturés lorsqu'ils sont thermalisés. Alors, lorsqu'ils sont rapides, ici, on a des sections efficaces qui sont astronomiquement faibles. Voilà. Maintenant, si on passe au deutérium, on va voir l'effet sur les deux courbes. Voilà. Hein, vous avez vu, les courbes baissent en valeur. Notamment, ici, on est passé de 20 barnes pour l'hydrogène 1 à environ 3 barnes pour l'hydrogène 2 en diffusion. C'est ce qui explique des parcours libres un petit peu plus longs, d'accord, avec des trajectoires plus, je dirais, plus développées. Et par contre, un effet encore plus massif, hein, c'est la section efficace de capture, ici, qui même à l'état thermique est environ 600 fois plus faible que pour l'hydrogène 1. Ce qui explique que le neutron a très peu de chances d'être capturé même à l'état thermique dans l'eau lourde. Alors quelle est la conséquence de tout ça? La conséquence de tout ça, c'est que, on a vu ici, on a une fluence émergente avec beaucoup de neutrons thermiques, d'accord? Ce qui veut dire que si, par exemple, on avait ici une source de neutrons rapide et que l'on mette au bord de la sphère un milieu fissile, eh bien, on va récupérer pour ce milieu fissile beaucoup plus de neutrons thermiques. Et en général, ce sont les neutrons thermiques qui favorisent la fission. Là encore, on le voit avec les sections efficaces des noyaux lourds. Hein, si on prend l'uranium 235, par exemple, si on prend l'uranium 235, on constate qu'il est plus facilement fissible à l'état thermique. Hein, ici, c'est la courbe en bleu, qu'à l'état rapide. Hein, il y a quasiment 3 ordres de grandeur, il y a un facteur 1000. D'accord? Idem pour le plutonium 239. Hein, l'écart là encore est de 3 ordres de grandeur. On va le fissionner plus facilement avec des neutrons thermiques. Donc la propriété essentielle de l'eau lourde, c'est de thermaliser les neutrons sans les capturer, ce qui les rend disponibles pour les faire de la fission dans l'uranium 235 ou 238. Ça permet entre autres de pouvoir réaliser des réacteurs à eau lourde, mais avec de l'uranium naturel, ce qui n'est pas possible avec de l'eau légère. On ne peut pas faire de réacteur avec de l'uranium naturel avec de l'eau légère. Donc pendant la guerre, c'était une voie essentielle pour construire des réacteurs nucléaires, c'était de disposer de suffisamment d'eau lourde pour pouvoir faire des réacteurs avec de l'uranium non enrichi. Hein, l'enrichissement de l'uranium, c'est quelque chose d'un processus industriel qui est complexe et qui n'était pas au point à l'époque, même si les Américains l'ont réalisé assez rapidement pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà un petit peu, ce que l'on peut voir entre ces deux milieux. Et c'est quelque chose que les codes permettent de comprendre assez facilement. Je vais terminer sur
sur un aspect, parce que vous avez vu que malgré que la population de neutrons rapides ici soit faible, hein, pour l'eau lourde, on a quand même un débit dose neutron qui est plus élevé. Alors ça, on le comprend si on s'intéresse à la courbe de réponse, hein, en termes de débit dose. Donc, si on regarde les coefficients de conversion fluence équivalent de dose pour les neutrons, eh bien, on constate que pour les neutrons rapides, hein, ici 1 MeV, on a un coefficient de l'ordre de 420 picosieverts centimètre carré. Et si on prend un neutron thermique, ici, eh bien, on a des coefficients de l'ordre de 10-11 picosieverts centimètre carré. À noter que c'est le même coefficient de conversion que des gammas de 2 MeV, d'accord? Ce qui n'est pas un hasard, puisqu'un neutron thermique, lorsqu'il est capturé, fait avec l'hydrogène un gamma de l'ordre de 2,2 MeV, d'accord? Et donc, on constate la chose suivante, hein. Ici, je prends un spectre en énergie de neutrons qui est pour l'instant 100% dans le domaine rapide, et j'ai ici un coefficient de conversion qui est de l'ordre de 440. Si maintenant je thermalise, hein, je fais passer directement des neutrons rapides à l'état thermique, hein, c'est assez théorique, hein. Si je thermalise, si je fabrique des neutrons thermiques, alors on constate que le coefficient fluence équivalent de dose baisse, mais c'est avant tout parce que les neutrons rapides disparaissent. Vous voyez, là, je vais par exemple faire autant de thermique que de rapide, mais en fait, voilà, on se rend compte que c'est encore les neutrons rapides qui font 96% de la dose. D'accord? Donc même si on descend à 10% de rapide, on va y gagner, hein, sur le coefficient fluence équivalent de dose. Hein, voilà. Mais pour autant, ce sont encore... Voilà, c'est quelque chose, on était à peu près à ce niveau-là. Hein, voilà, même 15% de rapide. C'est encore eux qui font 80% de la dose. D'accord? Donc nous, dans notre situation ici, on avait effectivement beaucoup de neutrons thermiques, mais ils participent très peu à la dose. C'est encore les rapides je dirais, qui mènent la danse. Et si l'on a un débit dose qui reste supérieur par rapport à la protection en eau légère, c'est tout simplement que tous les neutrons émergent. La plupart des neutrons émergent. Voilà. Voilà pour cette petite histoire de neutronique eau légère, eau lourde. Voilà, en vous remerciant.